passe quand même assez vite. Il y a beaucoup à couper. Mais là, toi, tu savais où est-ce que tu t'en allais. Là. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais exactement, là, dans le fond? Là, je fais, on pourrait dire, la préparation de pièces. C'est tous des morceaux qui viennent, pas tous en fait, la plupart viennent de morceaux de machines à coudre qui ont été démontés. Ces pièces-là sont étalées. L'étalement, c'est une étape importante dans le processus technique. Puis quand je regarde les pièces, je sais environ où les couper pour qu'au niveau des proportions, je sois capable de construire les petits personnages, des petits formats. Et c'est des petits formats qui représentent des ouvriers parce qu'ils sont faits à partir de morceaux de machines et de morceaux d'outils aussi. Exemple ici. Alors moi, je vais venir couper la partie ici pour faire un bras de personnage. Il y a déjà la courbe. C'est un exemple. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire industrielle. C'est mes premières, je dirais, mes premières explorations. Je dis, le mot est important parce que quand j'étais à Montréal, j'étais fasciné par les vieux bâtiments désaffectés, les vieilles industries du canal de la Chine. Alors, ça m'a mené à des explorations de lieux. Et puis, c'est ça, en fait, j'ai découvert qu'il y avait des pièces encore sur les murs ou dans les plafonds. Il y avait des machines aussi qui étaient laissées à l'abandon dans ces lieux-là. Et puis moi, bien, cet intérêt-là a été naturel. Pour moi, c'était pas les tags, c'était pas les graffitis qui m'intéressaient, c'était les machines. Je ne suis pas un autodidacte, pas du tout même, parce que j'ai fait les études de philosophie. Donc, un bac en philosophie avec un intérêt pour l'esthétique. Donc, l'histoire de l'esthétique, l'histoire de la question de la beauté dans l'histoire. Je m'intéressais à l'esthétique, l'existentialisme, l'éthique. Bon, ça restait très intellectuel. Et puis, j'ai eu cette idée folle d'aller continuer en art visuel. Art visuel est un prolongement, si on veut, de mes intérêts en philosophie. Je me suis spécialisé, si on veut, en sculpture. Alors, j'ai essayé le plâtre, la roche, le métal, le bois, la neige. J'ai touché à toutes sortes de choses. Mais pour ce que j'avais à exprimer, pour ce que j'avais à interpréter, l'histoire industrielle, les bâtiments, les objets, les machines et tout ça, c'était l'assemblage qui était, on pourrait dire, la technique la plus appropriée. Plus précisément, moi, j'ai pas inventé le mot, mais j'ai décidé de... Je me nomme même pas artiste, je suis sculpteur-assembleur. Donc, ça, pour moi, ça ouvre à toutes sortes de choses. Après l'art visuel, j'ai été faire mon secondaire en soudage-montage. Donc, ça, pour moi, j'aime bien dire que j'ai fait ma maîtrise en soudage, même si c'est le secondaire. Alors, moi, j'arrivais là avec tout plein de gars, parce que c'était surtout des gars, il y avait quelques filles, qui voulaient être des soudeurs de pipeline, des soudeurs de structure, des aciers, un soudage assez industriel, spécialisé. Mais moi, mon idée était très claire. J'étais un des plus vieux, j'arrivais de 7 ans d'université. Alors, soudage-montage, pour moi, égalait simplement technique de soudage artistique. Je posais toutes sortes de questions. Comment mélanger les métaux, le soudage hétérogène. Alors qu'en industrie, c'est pas quelque chose qui est valorisé. Comment mélanger la fonte et l'acier. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Alors, j'arrivais avec mes questions. Les professeurs, souvent, me disaient, ben là, tu sais, tu peux pas faire ça, là. Mais j'ai tombé sur certains professeurs, dont un, entre autres, qui a compris où je voulais en venir. Et ça a été majeur pour moi. Il me laissait faire mes choses dans ma petite cabine et il venait m'aider. Il savait que j'étais pas en soudage-montage pour réussir le cours,
Il savait que j'étais là pour simplement aller chercher ce que j'avais besoin pour la démarche artistique. Mais j'ai pas terminé le cours au complet. J'ai arrêté à l'aluminium. J'ai quand même fait 1200 heures sur 1500 de pratique. Alors aujourd'hui, je suis sculpteur assembleur, mais je pourrais dire que je suis soudeur aussi. Oui, j'utilise la soudure, mais j'aime l'utiliser en même temps que l'assemblage, des techniques d'assemblage comme le boulonnage, le rivetage, les techniques juste à serre des fois. Mais il y a des morceaux des fois qui rentrent un dans l'autre. Il y a aussi le collage, certains types de colle. Donc, les œuvres récentes n'ont aucune soudure. Si j'ai pas besoin de soudure, j'en mets pas. Ce qui est plus important encore, c'est le concept, l'idée. Comment matérialiser l'idée du travail? Ça, c'est central. Il y a tout ce que je fais tourne autour un peu de cette idée-là. Comment est-ce que je peux interpréter le travail? Les actions dans lesquelles on s'inscrit, nous, humains, que ce soit le travail où on se rend le matin, que ce soit l'action de transformer les marteaux dans une espèce de bac à fleurs. C'est comme si c'était les fruits du travail. C'est ce qui pousse. Évidemment, le marteau, c'est quelque chose c'est un outil qui est international. Si on demande à presque n'importe qui de nommer un outil, c'est le mot qui va sortir, un marteau. Alors pour moi, utiliser la forme du marteau, c'était une façon de bien représenter l'idée du travail, encore une fois. Une bonne idée peut être, pour un certain collectionneur, certains acheteurs, peut être encore plus intéressante qu'une œuvre techniquement bien réalisée. Mais évidemment, j'essaie de joindre tout ça. C'est sûr que si on prend certaines œuvres comme ce sont des bottes de travail, mes bottes de travail, c'est sûr qu'on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi avec tout. Où ça va être plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on va faire qui va rappeler l'objet initial. Dans la forme des bottes de travail, il y avait un potentiel de personnages qui peuvent être des petits ouvriers, si on veut. Eh bien là, on a un objet initial qui sont les bottes de travail et l'objet potentiel qui sont des personnages à l'intérieur des bottes. Et les deux ensemble nous parlent de, encore une fois, l'idée du travail. Comment interpréter cette espèce de phénomène-là dans lequel on est inscrit tous les jours? Eh bien, une botte de travail, c'est un bon exemple. Cette œuvre-là, je l'appelle la déconstruction de bottes de travail. Donc, j'ai voulu intégrer le mot « construction ». Donc, déconstruire un objet qui sert à la construction. Ça, c'est une œuvre où l'idée est plus forte que la technique. Parce que, essentiellement, c'est de savoir bien découper. Alors, des fois, il va y avoir des œuvres où la technique est plus importante que l'idée. Ça arrive dans mes sculptures de robots, par exemple. Le mot robot, c'est un mot qui vient du tchèque, qui est robota. Et robota
C'est un mot qui a été utilisé dans une pièce de théâtre en Tchécoslovaquie vers 1920. Et ça voulait dire, ça désignait le travail forcé de personnages qui marchaient un derrière l'autre. Alors, la pièce de théâtre, c'est Les robots internationaux de Rossum. C'est la première fois qu'on a entendu le mot robot à ce moment-là. Et c'est un mot qui a remplacé les automates. C'est ça, il désignait les ouvriers qui étaient contraints au travail. Robot, encore une fois, oui, c'est différent des marteaux, mais ça a un lien encore, parce que les robots, ce sont des pièces de machines aussi. Pièces qui fabriquaient des objets en série. Et puis, pour moi, une pièce comme ça peut être présentée avec un robot. Le lien entre les deux et l'étymologie du mot. Moi, je fais ça depuis 14 ans. À chaque fois qu'il y a une pièce, une machine, je me pose la question, pas juste qu'est-ce que je peux faire avec, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai réalisé que les pièces avaient des formes qui pouvaient ressembler à notre anatomie. Alors, là, à partir de là, je dis, bon, mais mon Dieu, ça ressemble à un genou. Ça peut être un bras, une tête. Alors, c'est devenu plus naturel. Les pièces avaient des formes anatomiques. J'ai même fait une expo, ça s'appelait Rebut anatomique. Et puis, alors les pièces s'agencent un peu d'elles-mêmes. Après ça, la difficulté, c'est de les faire tenir ensemble. Ça va être une jambe. Alors, je vais venir couper ici, mettre un petit angle. Et là, on a déjà un bout de jambe et le pied. Donc, l'aspect technique, c'est au niveau de l'assemblage, c'est assez difficile de faire tout tenir ça en un seul morceau. Mais les pièces ont une forme qui rappelle l'anatomie. Une machine à écrire est une machine. Une machine, c'est une extension de notre action. Hein? On pitonne et puis longtemps, c'est ce qui a servi ça a été un outil très important au niveau administratif. Et puis dans l'histoire aussi. Alors, bon, là, on a quelque chose quand même à plusieurs niveaux de lecture. Ça représente une sorte de mitraillette, mais c'est ma première. Donc, la première mitraillette 1, 2012, j'ai voulu... C'est mitraillette. Mitraillette. Ouais, Ah, voilà. c'est pas une mitraillette? Mitraillette. Non, c'est ça. Ok, c'est ça, je me demandais, j'étais comme, il C'est se trompe. important, ça, là. Oui. Ben, alors, tu sais, on peut dire beaucoup de choses. Moi, je vais y aller au niveau formel. Encore une fois, dans la machine à écrire, en regardant comme il faut l'objet, les côtés, certaines touches. Bon, la pièce centrale, je me souviens pas là, comment ça s'appelle. Le rouleau. Ouais. Pour moi, il y avait une espèce de potentiel d'un objet autre qui était une mitraillette. Donc, mitraillette. Dans la machine à écrire, il y avait une arme. Et l'écriture, on pourrait dire que c'est une forme d'arme. L'écriture peut faire du tort. L'écriture, restons dans les mots, écriture, arme, histoire et guerre. L'histoire, c'est un peu l'histoire de l'écriture, la découverte de l'écriture, de l'écrit. Qu'est-ce qui est central dans l'histoire humaine? Bien, c'est les guerres. Alors, moi, j'ai voulu finalement interpréter
cette machine-là, mais avec un concept qui la projette dans le temps, là. Donc, avec les lettres de la machine ici, j'ai écrit History. Je l'ai écrit en anglais parce que Histoire, ça ne me permettait pas de l'écrire, je ne sais pas pourquoi en français. H-I-S-T-O. J'aurais pu l'écrire en français. J'ai écrit en History. Donc, il n'y a pas de I. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de I. Ben, finalement, en anglais, je trouvais que ça sonnait bien aussi. Comme souvent. Ouais. Il est arrivé quelque chose qui a été marquant pour moi très récemment. Le débat sur les armes aux États-Unis. Suite à une médiatisation extrême de ce qui s'est passé au Connecticut, à Newtown. Tuerie, ça arrive souvent. Ça m'a inquiété, ça m'a préoccupé au point où j'ai dit, je vais fabriquer en série des armes comme ça. Et puis, ça m'a mené à vouloir encore préciser davantage l'idée, mais au niveau de la forme. Alors là, on a quelque chose qui est vraiment, encore une fois, l'idée. Mais si on regarde ma mitraillette la plus récente, qui est l'Olivetti Underwood, Lettera 32. Alors là, je fais un peu référence à tous les titres qui donnent aux armes. Alors là, j'ai une forme qui est beaucoup plus, je dirais, poussée que ça ici. Ça ici, c'est comme encore sculptural. Là, ici, on est dans quelque chose qui est à la frontière entre la sculpture et une vraie arme. Parce que je reprends la forme. J'ai fait quelques mesures aussi. Et puis, évidemment, c'est tellement récent que je n'ai pas encore accès à tout ce que je peux faire comme sorte d'installation avec un objet comme ça. D'ailleurs, la manière dont je la tiens, ça fait de moi une sorte de sculpteur-assembleur qui pourrait revendiquer des choses aussi, tu sais. Qui pourrait revendiquer... La Olivetti Underwood Lettera 32. C'est un petit peu une critique des armes, là, ça. Là. Premier niveau de lecture, on a quelque chose de violent. Je pense que dès le deuxième niveau, quand on comprend que c'est une machine à écrire, c'est essentiellement une interprétation de l'arme. Donc, c'est quelque chose qui est même le contraire de la violence. Parallèlement à la démarche artistique, 3 dimensions, sculpturale, assemblage, démontage d'objets, il y a tout le 2 dimensions, sur bois, sur cadre, de toutes sortes de façons, photographie aussi, où est-ce que j'explique et je documente et j'appuie la démarche 3 dimensions. C'est-à-dire, souvent, le 2 dimensions, pour moi, est au service du 3 dimensions. J'essaie de créer une interaction entre les personnages, comme si, finalement, eux-mêmes assistent à leur propre exposition. Alors, très souvent, un personnage va regarder une photo de lui ou une œuvre 2 dimensions qui explique comment il a été construit, par exemple. Alors, c'est toujours spécial de voir un personnage qui va regarder comment il a été construit. Alors, lui-même assiste à son exposition. Quand tu as démonté ta première machine à écrire,
pensais pas nécessairement faire une mitraillette avec. Oui. Oui. C'est quand j'ai vu les côtés. Ça, c'est... Si on regarde comme il faut. Ici, on a le côté de la machine. Les touches sont ici. Je ne sais pas si on voit bien la forme. C'est le profil. Le profil. Alors, moi, j'ai vu dans le côté une proportion qui, si elle était agencée d'une telle façon, d'une certaine manière, pouvait m'aider au niveau technique à faire tenir le reste pour donner forme. Alors, c'est encore une fois une façon de regarder l'objet. Mais c'est quand j'ai vu la forme que j'ai eu l'idée. Bien évidemment, l'idée, il a fallu que je la vérifie. Il a fallu que je démonte tout pour valider l'idée de vouloir faire une mitraillette. Donc, c'est... Non, mais avant... J'ai eu l'idée quand même avant de démonter. C'est là que dans certains cas, entre autres, par exemple, au niveau des machines à coudre, c'est arrivé où, une fois démonté, j'avais beau avoir l'idée de faire une couturière, au niveau des proportions, ça ne fonctionnait pas et ça ne marchait pas. Une machine, une couturière. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans l'objet? Qu'est-ce qu'il y a dans la machine? Et il y avait la couturière elle-même. Évidemment, c'est les formes qui décident. Alors, c'est sûr que si on prend une machine des années 60 qui est plus carrée, plastique, c'est pas le même effet esthétique. Alors, je vais chercher des machines des années 50 et avant. Tout déconstruire et on peut tout réinterpréter. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ça date de longtemps dans l'histoire. Comme j'aime bien mentionner, les surréalistes faisaient ça. Les détournements de sens d'objets. C'est créatif parce que c'est des pièces qui se rencontrent, mais c'est pas comme par exemple en peinture où il y a des effets visuels qui s'organisent et puis là, tu es là, ah! Et tu vis quelque chose là, avec le pigment. C'est pas tout à fait ça. J'ai un rapport avec la matière qui est quand même très logique, très structuré. Je suis des étapes assez précises. Mais moi, je vis quand même des moments, là, évidemment, quand il y a des pièces qui se rencontrent et que j'avais jamais imaginé ça. Et là, je vis des états qui sont vraiment forts, là. Où est-ce que je crie dans l'atelier, là, « Yes! » Et là, tout le monde dort. Je ne peux pas partager ce trip-là avec personne. Alors là, je vis un moment d'euphorie. Ça arrive. C'est ce qui est recherché, d'ailleurs. C'est facile de prendre une machine puis d'essayer de faire autre chose avec, n'importe quoi d'autre. Ce qui est plus difficile, c'est de faire autre chose qui rappelle l'objet initial.
Alors là, c'est là que ça devient le concept. L'idée est en lien avec les formes des pièces et les fonctions aussi, dans certains cas. C'est comme un casse-tête. Mais encore plus difficile qu'un casse-tête, j'ai pas le plan. J'ai pas d'image. Tout ça est dans ma tête, dans une façon de regarder les choses et le monde qui m'entoure, finalement. J'aime bien dire que le monde qui nous entoure, le monde matériel qui nous entoure, est construit de toutes pièces.